Bonjour. Bonjour, est-ce que tu me vois bien là? Oui, je vous vois bien. Oui? D'accord. Oui, Alors, le cours c'est jusqu'à 19h30, donc aujourd'hui, oui, 18h, 19h30. oui. Voilà, est-ce que tu as pu revenir un peu sur le cours qu'on avait fait la dernière fois? De toute façon, Euh, on va faire un un rappel. petit peu, mais j'ai pas trop eu le temps. D'accord, ok. On va faire un peu un rappel parce qu'on avait abordé donc la liberté Oui, et ensuite on va faire, donc on va finir ce cours sur la liberté et ensuite on va faire oui. un sujet de dissertation pour s'entraîner. Uhum. Donc, pour rappel, je reviens juste sur cours. Alors, la liberté, on avait dit tout d'abord une définition d'un point de vue général et ensuite une définition en 4 points. Ouais. J'avais fait une définition un peu large, mais j'étais pas venu, j'avais pas précisé. Je vais Mhm. revenir sur la définition pour préciser un tout petit peu plus. Ok. Alors, d'un point de vue général, du point de vue du dictionnaire, on dirait que la liberté, c'est synonyme de se jouer d'eux Oui. ou se moquer d'eux. Ce serait Ok. ça un peu le synonyme. Ensuite, on va avoir 4 sens à la liberté. Uhum. Alors, un premier sens qui est une personne, comme on l'avait dit la dernière fois, une personne qui n'est pas en état d'esclavage ou de Oui. servitude. Il n'est donc pas qui n'est pas qui n'est pas sous la contrainte d'une autre Oui. personne. Mais ça peut être aussi ne pas être sous la contrainte d'une situation, pas uniquement d'une personne. Uhum. Mais là, on parle plutôt vis-à-vis d'une personne, de manière générale. Et dans un second sens, ce second sens va être divisé en deux. Un premier sens, dans ce second sens, un premier point, c'est un sens plus métaphysique ou philosophique. C'est tout simplement, c'est la volonté d'une personne qui suit sa raison et sa morale. Ok. C'est-à-dire que la personne est réellement libre que si sa volonté s'appuie sur la raison et la moralité. Oui. Voilà. Donc, un deuxième point, ce second sens, c'est tout simplement les connaissances des lois de la nature et tout simplement la mise en pratique de nos connaissances suite à la découverte de ces lois de la nature. Bon, pour le dire autrement, on va connaître, on va identifier, on va trouver les lois de la nature et ensuite, au travers de ces connaissances de la nature, on va pouvoir agir sur la nature pour notre progrès, pour le confort, pour Uhum. notre survie, etc. Donc voilà Ouais. le deuxième point, ce sont Ok. un troisième sens. Là, je me rapprocherai plutôt de la philosophie de Kant. Pour lui, la liberté, c'est l'autonomie. Ok. C'est-à-dire, c'est tout simplement l'obéissance de ma volonté à une loi qu'on va se prescrire, à une Mhm. loi morale qu'on va se prescrire. Et Oui. là, tu peux prendre en note une citation de Kant pour définir ce sens ici de la liberté. Dans, dans son ouvrage Les fondements de la métaphysique des mœurs, fondement avec un S, métaphysique des mœurs. Uhum. Ça, c'est son ouvrage. Et la Ok. citation, de toute façon, tu pourras la retrouver sur le replay. La citation, c'est agis. Alors, il y a plusieurs versions, hein. Il y a plusieurs traductions. Moi, j'en prends une, mais il y en a plusieurs. Mais elles renvoient toujours toutes au même sens. Donc, la citation, agis de telle sorte à ce que le principe de ta maxime soit érigé en loi universelle. Mhm. Alors ici, une maxime d'action, enfin, j'ai pas dit maxime d'action, mais j'ai une maxime, principe de ta maxime. Une maxime, c'est, euh, on pourrait dire une morale particulière
que tu vas te Oui. doter à toi-même, euh, un objectif moral que tu vas te donner à toi-même dans une situation donnée, et ensuite, tu vas analyser cette morale et tu vas voir si il est possible de faire en sorte que cette maxime d'action, cette morale particulière, elle peut être érigée universellement et qu'elle soit applicable à tous. Par Mhm. exemple, c'est l'exemple que je donnais la dernière fois à mes élèves, je décide de ne pas voler le crayon du professeur. Donc c'est une situation particulière de mon professeur, c'est une situation Mhm. particulière. Je ne vais pas, je décide de ne pas lui voler son crayon. Bon, Mhm. de raison, parce qu'il en a besoin, parce que ça lui appartient, etc. Et ensuite, je vais réfléchir à ce que cette maxime d'action, je peux l'appliquer à tout le monde. Et après analyse, on voit que oui. Donc, du coup, on peut l'ériger en une loi universelle en disant, je ne vais pas voler le crayon de mon professeur, de mes professeurs, Mhm. tout simplement. Ok. Et un dernier sens à la liberté, et ensuite je reprendrai le cours là où on était, c'est un sens qui se rapproche plus de la politique. C'est tout simplement pour un groupe humain, une communauté humaine, de se gouverner en toute souveraineté. Ok. C'est-à-dire que ce groupe humain est libre, en concertation, de créer tel ou tel gouvernement, et c'est eux qui sont, au sens premier, souverains. C'est le Oui. peuple ou la communauté qui est elle-même, en premier lieu, souverain. Et de fait, en créant un gouvernement, en créant un État, Mhm. par la même occasion, ils vont aussi ériger des lois. Et ces lois Oui. vont les protéger. D'où la liberté euh, ici au travers euh, de ce sens politique qui est de fonder un gouvernement, de fonder des lois, des droits qui permettent de garantir ma liberté, ma sécurité. Mhm. On parlera ici de liberté civile. Ok. Et ici, on pourrait prendre en exemple Rousseau avec son fameux ouvrage du contrat social. Mhm. Voilà. Voilà pour la définition, euh, je dirais, type dictionnaire de la liberté. Ce qui me semble que je l'avais pas dit, je l'avais pas fait la dernière fois. J'avais fait une introduction avec une brève définition dedans, mais pas vraiment ici une définition détaillée. Ok. Alors, je me rappelle plus vraiment où on était la dernière fois. Il me semble qu'on était à la fin du grand 2, mais je suis pas sûr. Oui, je crois. De toute façon, on va reprendre tout ça. Alors, j'avais abordé des cartes au Mhm. sujet de la liberté, et notamment du libre arbitre. Descartes est un grand penseur du libre arbitre du XVIIe siècle, et j'avais donné cette citation comme quoi c'est parce que, en effet, donc je cite, en effet, je l'expérimente, si vague et si étendue qu'elle n'est renfermée dans aucune borne. Oui. Ça, c'est la liberté. La Mhm. liberté, elle est pour Descartes infinie. Oui. Ça, c'est dans les méditations métaphysiques. Mhm. Mais il y a un problème, parce que notre raison, elle a des limites. Ça, c'est ce que nous dit Descartes. Mais notre volonté, elle, elle est illimitée. Mhm. D'où le fait de souhaiter des choses à l'infini, même des choses qui ne sont pas probables, donc improbables. Ok. Et c'est ça qui peut créer des tensions, des problèmes entre notre volonté et notre raison. Parce qu'on peut souhaiter des choses qui sont irréalisables, qui ne vont pas dans le sens de notre raison. Oui. Et donc, on peut tout simplement chuter dans l'erreur, dans l'illusion, dans des défauts qui nous font nous égarer justement de la vertu, de la morale, etc. Mhm. Trompe tout simplement dans notre jugement.
c'est aussi la raison pour laquelle notre volonté peut très bien refuser des faits, des, des, des preuves apportées par notre raison. uhum, Sous le coup de l'émotion, par exemple, sous le coup de la colère, sous le coup de la jalousie, et cetera, on peut très bien dire: «Ah non, mais moi je suis pas d'accord avec ça». On a beau présenter à la personne tout un tas de preuves, elle, restera fermée d'esprit à toutes ces preuves, tout simplement parce qu'elle est oui, peut-être sous le coup de la colère ou de la jalousie, et cetera. Ça, c'est quelque chose qui arrive ok, très, très souvent et notamment en politique. Et parce que les politiques, beaucoup, d'après Platon en tout cas, entre autres, c'est des gens qui, le monde politique, c'est des personnes qui, usent de la rhétorique. Alors, la rhétorique, c'est juste un instrument. La rhétorique, c'est l'art du langage. Et c'est uhum, au travers de cet art du langage que beaucoup de personnalités politiques, bon, pas que dans les personnalités politiques, mais aussi dans le monde social, les chefs d'entreprise, et cetera, usent de rhétorique parfois pour mobiliser l'émotion des gens et pas la raison. mhm, Pour que les oui, choses, les événements, pour que les situations aillent dans le sens du politique ou aillent dans le sens, heu, du patron heu, oui, ou alors vraiment dans le domaine social aussi, hein. C'est pas forcément le patron, mais ça peut être aussi, des syndicats, ça peut être, toute autre chose, une toute autre uhum, association ou communauté. Et ici, donc il y a cette dichotomie, donc cette, tension, cette différence entre la volonté et la raison. Mais Descartes, comme Rousseau plus tard, c'est concrètement par l'éducation qu'on devient réellement libre. Donc c'est oui, par au travers de la raison, donc au le fait de nous imposer des règles, par cette raison, par la morale, qu'on est réellement libre. Parce que si on passe notre temps à, à nous laisser emporter par nos émotions, heu, sans vouloir, sans savoir réellement ce qu'on veut, alors à ce moment-là, on n'est pas vraiment libre. On croit être libre, mais on non, ne l'est pas vraiment. C'est pour ça qu'il faut des limites à la liberté. Et ça, c'est l'un des points, oui, essentiels ici pour Descartes. ok, Et d'où le fait aussi, on peut du coup acquérir des connaissances aussi tout en se trompant. Parce que, oui, tu peux, en sciences par exemple, tu n'es pas à l'abri, de faire des erreurs. D'ailleurs, toutes les théories ne sont pas admises comme vraies, d'accord? mhm, Parce qu'il y a aussi le problème, c'est ce que Bachelard, bon là, je m'égare un peu, mais c'est juste pour expliquer ici le problème de fond, c'est que pour Bachelard, par exemple, la science évolue par obstacle épistémologique, c'est-à-dire, que, il y a des crises dans la science qui fait qu'à un moment donné, on prend du recul grâce à ces crises et qui nous permettent justement de savoir qu'au fond, on s'est égaré. Parce que peut-être notre volonté, elle a souhaité, elle a voulu aller dans telle direction qui n'était pas bonne vis-à-vis de quelque chose oui, qui est vis-à-vis de notre raison. C'est pour ça que ok, notre raison doit toujours nous guider oui, et notre raison nous pousse à ce qui est objectif. Donc je finis là sur Descartes. De toute façon, je pense qu'on en avait, parlé, la dernière fois. Et un autre point, toujours, avec Descartes, c'est aussi l'expérience du doute. uhum, Il faut savoir que chez Descartes, toutes les notions qu'on voit en terminale, Descartes, on peut le mobiliser, on peut l'invoquer dans plusieurs notions qui, rentrent en corrélation les unes avec les autres. Ici, la liberté peut rentrer en corrélation avec la vérité pour Descartes ou avec, la conscience, notamment. oui, Parce que le doute chez Descartes, c'est un fondement pour prouver l'existence de la personne. hmm, Tu as déjà entendu cette phrase de Descartes: «Je pense donc je suis», oui, et cette fameuse phrase de Descartes, qu'il, l'énonce dans, les discours de la méthode. Son ouvrage s'appelle «Discours de la méthode» parce que, c'est ça, à juste titre, pour pouvoir, proposer une méthode rationnelle pour, trouver pour identifier, des vérités, pour guider la science. Et ici, Descartes, au travers de ce doute, il prouve l'existence de l'être, de l'individu.
Oui, Parce que pour penser, non, pour pouvoir douter, il faut que tu penses. Sinon, tu ne serais pas en train de douter, oui, tu vois? Donc, de facto, à chaque fois que tu doutes, à chaque fois, tu prouves que tu existes. oui. Parce qu'à chaque fois, tu prouves que tu penses. Donc, à chaque fois que tu doutes, tu es en train en même temps de prouver que tu existes. Et ça, OK. c'est quelque chose quand même, on n'a pas besoin de faire une thèse là-dessus, pas besoin de réfléchir des heures et des heures là-dessus. C'est quelque chose d'évident pour Descartes. Oui. Chaque fois que tu doutes, tu prouves en même temps que tu penses. C'est quelque chose d'évident, de clair et de distinct pour Descartes. Mmh mh. D'où la preuve de l'existence de la personne. Et si on prouve l'existence de la personne, alors, par la même occasion, ce doute nous impose aussi une forme de, enfin, nous impose, nous amène aussi à une forme de liberté de penser. Mmh Parce mh. que on a cette capacité, cette liberté de remettre en question les choses, de se remettre en question et de remettre en question le monde extérieur. La liberté, au fond, elle s'ancre sur le doute. C'est parce que le doute existe qu'elle nous permet d'avancer, nous permet aussi de remettre en question les choses et de progresser et ainsi de prouver par la même occasion aussi notre liberté de penser. Mmh mh. Oui. En d'autres mots, on pourrait tout simplement dire: «Je suis libre de douter de de ce dont j'ai envie. Je Oui. suis libre de douter de ce dont j'ai envie». Et ça, c'est ma volonté, à travers donc de ma volonté. J'ai envie de douter de tout si j'ai envie, même si ça va à Mmh mh. l'encontre de ma raison. Mais c'est une liberté Oui. fondamentale, une liberté première. Ensuite, OK. on pourrait dire qu'il y a une liberté, seconde qui est, le fait que la raison vienne guider cette volonté, en lui imposant des règles et une morale. Et par conséquent, ce doute chez Descartes, donc c'est cette, méthode du doute méthodique, là tu pourrais, même mettre en guillemets, doute méthodique, ou doute radical, à l'oppo à opposer au doute sceptique. Le doute méthodique de Descartes n'est pas le doute sceptique, parce que Mmh pour mh. Descartes, le doute méthodique, il est là pour fonder des vérités. On passe d'une remise en question de sa personne ou d'une situation ou de choses à l'extérieur de nous pour pouvoir prouver des vérités. Le Mmh doute mh. sceptique, ce n'est pas, il y a un processus qui ressemble, mais le résultat n'est pas le même. Le doute sceptique, notamment pour, les antiques, c'était de douter de tout jusqu'à arriver à une situation où on ne peut rien prouver comme vrai. Et vu qu'on ne peut rien prouver comme vrai, on va suspendre notre jugement. Ça, c'était le doute pour les sceptiques antiques. OK. Mmh. Les sceptiques antiques, bon, ce qu'on appelait par ailleurs les pyrrhoniens, mais bon ça, j'y rentre pas dans les détails. Ça, c'est quelque chose qu'on voit à l'université, voilà, pour ces sceptiques-là antiques, le doute, il nous permettait justement de suspendre notre jugement parce qu'on ne peut rien prouver comme vrai. Et pour eux, Mmh c'est mh. ça la liberté. Pour eux, c'est ça la OK. liberté, c'est d'arriver à une situation où, j'ai, où je ne suis pas perturbé par, le fait d'imposer, des doctrines, quelque chose de dogmatique aux autres. Au fond, je ne tiens pas à ces, vérités, qui, pour les sceptiques, sont des illusions. Au fond, je suis, au fond, tranquille dans mon esprit puisque je ne peux rien prouver. Donc ça sert à rien de courir après des vérités puisque, on peut rien prouver du tout. Et c'est ça le but des sceptiques, c'est justement OK. d'atteindre, cet Oui. état, où on ne peut rien prouver et donc de OK. suspendre son jugement. Ici, pour Descartes, c'est pas ça du tout. Ici, OK. Descartes, même si le processus de réflexion du doute est à peu près le même, il n'empêche que je ne peux pas, j'identifie des vérités premières
la première des vérités, c'est l'existence de l'être, de l'individu, et c'est à partir de là qu'ensuite je peux prouver d'autres vérités. Comme par Mmh. exemple les trois principes d'Aristote. Est-ce que tu as déjà entendu parler des trois principes d'Aristote? Non, Non? un Alors les peu trois plus. principes d'Aristote, c'est fondamental pour la science. OK, Le premier principe, c'est le principe de non-contradiction. OK, Ce principe de non-contradiction, comme tu peux t'en douter, c'est tout simplement une chose ne peut pas se contredire elle-même. OK. C'est-à-dire, je suis actuellement ici, ou alors je ne suis pas ici. Mais il ne peut pas y avoir les deux en même temps. C'est soit je suis D'accord. là, Oui, soit je ne suis pas là. mmh, Voilà. oui, je vois. OK. Ou alors en mathématiques, on dira soit A, soit non A. Mais il ne peut pas y Mmh. avoir A ou non A en même temps. Non. Ensuite, il y a euh, le principe de causalité ou loi de causalité. C'est tout simplement que une cause entraîne forcément une conséquence. Ou des causes entraînent forcément des conséquences, ou une cause, des Mmh. conséquences, etc. Voilà. Donc il y a une loi comme ça de causalité, de cause à effet. Une graine va donner une plante, va donner un Oui. arbre, etc. Et ensuite, cet arbre donnera des graines qui, voilà, etc. Et un dernier principe, chez Aristote, c'est le principe de tiers exclus. Si on reprend Mmh notre mh. exemple de A et non A, il ne peut pas y avoir de tierce solution. C'est soit A, soit non A. Il ne peut pas y avoir une autre solution. C'est soit j'existe, soit je n'existe pas. Il ne peut pas y avoir une autre solution entre les deux. C'est ça OK. le principe de Mmh. tiers exclus. C'est-à-dire qu'on va exclure une autre proposition qui n'est pas possible. Et même pas imaginable. On ne peut pas imaginer une chose qui serait entre exister et ne pas exister. C'est pas possible. Non. Oui. Voilà. Alors après, Leibniz, plus tard, lui, il rajoutera un quatrième principe qui est le principe de raison suffisante. OK. Ce principe-là de raison suffisante, c'est-à-dire que les choses, elles ont une raison suffisante pour prouver leur existence. Par exemple, OK. si je dis César était un esclave. César était un esclave. Ceci, concrètement, ce n'est pas contradictoire, ça aurait pu être possible, mais dans les faits, c'est faux. Mmh Tu mh. vois ce que je veux dire? Dans les faits, Mmh. c'est faux. Ça veut dire qu'il faut des raisons suffisantes euh, dans la vie de César pour qu'il devienne, il n'était pas empereur, pour qu'il devienne un grand général, pour qu'il devienne César, pour qu'il devienne OK. ce qu'il a été. Voilà, tout simplement. Il faut des raisons suffisantes à l'apparition des choses, à l'existence des choses. Quelque chose qu'il OK. rajoutera en plus. Ça, Leibniz. Leibniz, c'est un auteur plus ou moins contemporain de Locke, donc fin 17e, début 18e siècle, OK. plutôt au 18e siècle. Et ici, pour revenir à Descartes, donc, ce doute nous permet d'aller vers la réflexion. Et pour Descartes, il y a aussi cette notion de libre arbitre, qui est intimement liée aussi au doute. C'est-à-dire à chaque situation qui se présente à moi, j'ai la liberté de choisir entre telle ou telle situation, d'aller dans telle ou telle direction. D'accord? Mmh. Et c'est parce que je vais dans telle direction qu'au fond, j'exprime aussi ma liberté de choix. Oui. Mais ce choix, il se base sur une réflexion, donc sur un doute. C'est que je vais douter de la situation, je vais poser le pour et le contre entre telle ou telle situation et je vais m'engager dans telle situation. Oui. Ou je vais accepter telle chose plutôt qu'un autre, tel contrat plutôt qu'un autre. OK. Donc c'est cette volonté aussi de dire oui ou non. Oui, je vais dans telle direction, non, je préfère pas cette direction-là. D'accord. Mais cette liberté de choix, pour Descartes, elle est moins puissante que l'évidence.
Il y a deux types de Entendu. liberté chez Descartes qu'on vient de voir. Le premier type de liberté, c'est l'évidence. C'est tout Oui. simplement, c'est évident, pas besoin de réfléchir sur ça, pas besoin de se dire qu'en fait j'existe ou que j'existe pas. C'est quelque chose d'évident parce que pour pouvoir douter, il faut penser. Et si je ne pense pas, bah, je ne doute pas, donc je n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose d'évident. Ça, c'est la première, la liberté fondamentale, c'est la plus puissante chez Descartes, Ok. le supérieur. Et la deuxième, qui est la liberté de choix, liée à notre volonté de choisir telle ou telle chose. Mais cette liberté de choix, elle peut nous tromper. Parce que si elle ne suit pas la raison, ben, indéniablement, je me trompe. Tu vois? Hmm. Donc, il faut faire la distinction entre les deux types de liberté. Et là, on fait aussi un peu le lien avec le cours sur la vérité, mais toi, tu n'as pas, il me semble, la notion sur la vérité. Mais il n'empêche que ça peut être aussi utile Ok. par ailleurs dans un devoir euh, de savoir que pour que les choses elles soient, apparaissent, pour que les choses elles soient vraies dans notre esprit, pour qu'on puisse admettre des choses vraies, il faut que ces choses-là, elles soient claires et distinctes. D'accord? Donc j'ai ma liberté fondamentale qui est la liberté liée à l'évidence. D'accord? C'est parce que euh, les choses, elles apparaissent clairement en mon esprit et distinctement en mon esprit, de manière évidente, qu'ensuite, c'est sur cette base-là que je peux réellement être libre. D'accord? Donc, lié à ma raison. Ah, Ma raison oui. qui me permet de comprendre que si j'existe, c'est parce que je suis en train de douter. Et que Oui. si je doute, c'est parce que je pense. Et du coup, j'existe. Donc ça, c'est ma raison qui me fait comprendre ça. D'accord? Et Ok. ce, de manière spontanée. D'accord? C'est quelque chose d'évident, spontané. D'où ma Ok, ok. liberté qui, qui est basée sur ça. D'accord? Parce que il faut quelque chose d'évident, de clair et distinct pour pouvoir vivre de manière stable et de manière, je dirais, raisonnée. À la Oui. différence de la seconde, du second type de liberté, qui lui est de choisir ce qu'on veut sans pour autant faire appel à la raison. Et ici, ça c'est Ok. important parce que c'est cette première type de liberté, elle se base donc, sur quelque chose de clair et de distinct. Et ici, Descartes, il dira, donc là je cite Descartes dans les Méditations métaphysiques, afin que je sois libre, il n'est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l'un ou l'autre des deux contraires, mais plutôt, d'autant que je sache, pardon, d'autant que je d'autant que je penche vers l'un, soit que je connaisse évidemment que le bien et le vrai s'y rencontrent, soit que Dieu Hmm. dispose ainsi l'intérieur de ma pensée, dont plus librement j'en fais choix et je l'embrasse. Donc je répète, Mhm. afin que je sois libre, il n'est pas nécessaire que je sois indifférent à choisir l'un ou l'autre des deux contraires, mais plutôt d'autant que je penche vers l'un, soit que je connaisse évidemment que le bien et le vrai s'y rencontrent, soit que Dieu dispose ainsi l'intérieur de ma pensée, d'autant plus librement que j'en fais choix et je l'embrasse. Mhm. Ici, il nous dit tout d'abord, enfin, ici, il y a la notion de Dieu qui rentre. Et pour Descartes, tout ça, on pourrait dire que c'est garanti pas. C'est Dieu qui permet tout ça. Pour Descartes, Mhm. notre liberté, c'est ce travers de notre liberté que nous sommes réellement en connexion avec le divin, pour Descartes. C'est ce qui Oui. nous, pour Descartes, nous sommes à l'image de Dieu à travers la notion de liberté. C'est ça qui est, c'est la connexion principale avec le divin pour Descartes, parce que c'est ça qui garantit, c'est Dieu qui garantit cette liberté de penser et de Ok. faire des choix. Ok.
Et là, il y a quelque chose aussi d'extrêmement important, c'est que le vrai, pour Descartes, est nécessairement le bien. Oui, Donc, quand je connais quelque chose de manière évidente, alors ça veut dire que tout simplement, euh, c'est quelque chose de vrai. Et si c'est quelque chose de vrai, c'est aussi quelque chose de bien. Puisque si c'est vrai, alors toutes les vérités sont en Dieu, c'est Dieu qui crée toutes les vérités. Donc, obligatoirement, ça se rapproche du bien. Et donc, c'est oui, ce vers quoi il faut tendre. Voilà. Mais en même temps, j'ai aussi le choix de ne pas suivre cette vérité et, euh, et ce bien. J'ai le choix. Dieu me donne la possibilité pour Descartes de faire ce choix. Et c'est pour ça que pour Descartes, au fond, Dieu n'est pas responsable du mal que font les gens parce que les personnes, elles font le choix, soit elles ont le choix, elles ont cette liberté de choix de suivre leur raison ou de ne pas suivre. oui. Voilà, on rentre un peu dans les détails, mais c'est pour t'expliquer tout ça. Ok. En ce qui concerne la notion de libre arbitre chez Descartes, c'est tout simplement la capacité d'agir donc par soi-même, comme on l'a dit, donc en fonction des choix qui se présentent à nous. Et ce, de manière consciente et libre, comme on vient de le dire, Mhm. et surtout de ne pas être déterminé par autre chose. Et là, Spinoza, il ira à l'encontre de Descartes. Pour Spinoza, ce ne sera pas possible, mais on y reviendra plus tard. Ici, Descartes, il dira tout de suite euh, toujours dans les méditations métaphysiques, que donc ce libre arbitre consiste seulement en ce que nous pouvons faire une chose ou ne pas la faire. Voilà, tout simplement. Une Ok. citation très simple qui permet de définir le libre arbitre chez Descartes. Alors bien entendu, il y a des causes extérieures, mais ces causes-là, pour Descartes, elles ne, elles ne rentrent pas en compte dans le libre choix. C'est-à-dire que pour Descartes, si on suit notre raison, alors on est capable d'analyser chaque situation. Et ainsi d'analyser aussi, et ça c'est extrêmement important, les influences, de prendre du recul par rapport à soi. C'est ce que fait Descartes hein, quand il remet tout en question. Au fond, il remet aussi en question ses propres influences et Oui, sa propre éducation au final. Et c'est pour ça que pour Descartes, à- au fond, à chaque choix au pluriel qui se présente à toi, alors à ce moment-là, tu es libre de choisir. Et tu n'es pas déterminé. Alors oui, bien sûr, il y a des influences, il y a des déterminations, il y a des choses extérieures, des causes extérieures qui peuvent t'influencer, et notamment les passions. C'est pour ça que on peut aussi aller dans le mal pour des cas, comme la oui, colère, la peur, la jalousie, etc. Mais cette volonté, elle possède aussi pour Descartes la capacité de la maîtrise de ses affects, ok. la capacité de maîtriser ses affects. Oui, Mais euh, le libre arbitre, c'est quelque chose qui manque encore de rationalité, il manque encore de raison. oui, Et là, il y a des auteurs qui vont, que Descartes, c'est au milieu du XVIIe siècle, des auteurs qui suivront, qui s'inspireront de Descartes, mais en même temps qui vont s'écarter aussi un peu de sa pensée. hmm, Et si on reprend le cas de ces influences extérieures, est-ce que je suis réellement libre de, à 100% de toutes les décisions que je prends? Ou alors, est-ce que mes décisions, elles sont quand même pas en partie, ou voire en totalité influencées par l'extérieur? hmm, Est-ce que cette décision que je prends n'est pas le fruit de ma catégorie sociale, de mon éducation, des amis que je rencontre, etc., des parents, même du pays, hein, c'est aussi l'éducation du pays,
la culture en question. Donc, on pourrait dire ici, dans ce sens, qu'un individu il ne va pas construire sa pensée comme ça par hasard. Il y a toujours euh, des, euh, des choses extérieures qui viennent aussi construire sa pensée, qui l'aident à construire sa pensée. Donc, il y a Ok. indéniablement des influences. Et ici, on a un, un sociologue, pas vraiment un philosophe, mais tout plus un sociologue, qui est Pierre Bourdieu. Oui. On en a peut-être déjà parlé. Donc, Pierre Oui, Bourdieu, je pense. lui, Pierre Bourdieu, sociologue, il parlera, lui, d'habitus de classe. On peut mettre entre guillemets, habitus de classe. C'est-à-dire que notre milieu social ou notre classe sociale a profondément influencé notre comportement. Notre comportement est profondément influencé par ce milieu social. Et il va encore plus loin, c'est qu'on l'a même intériorisé dans notre être. Mhm. Et ça se reflète dans tous les aspects de notre vie. Au quotidien, on a intériorisé ce milieu social et ça va se refléter dans nos interactions, dans nos comportements, euh, dans notre vie de tous les jours. Donc ici, avec Bourdieu, on est déjà quand même en partie déterminé, influencé dans nos choix. Oui. Et d'où l'explication de nos attraits pour tel ou tel domaine, que ce soit Oui. artistique, sportif, etc. Et ces choix, en fond, sont quand même en partie, si ce n'est totalement, déterminés aussi par le milieu social. Pas que, parce que euh, il y a, on voit bien aujourd'hui, que ce soit dans des milieux difficiles, qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à s'en sortir. Donc, Oui. bon, mais ici on parle de tendance, c'est en sociologie. En sociologie, les choses elles sont pas, c'est pas des sciences dures. Donc on parle de tendance, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est en partie inspiré aussi par Marx. Marx, Ok. il dira que chaque que notre éducation, elle est le fruit de notre milieu social. Donc Oui. ça, c'est quelque chose de marxiste. Hum, Ensuite, on a un autre, enfin là, on a un philosophe euh, qui arrive peu de temps après Descartes, qui est Spinoza. Spinoza, il va s'inspirer par ailleurs sur certains aspects de Descartes, mais il va s'en écarter en ce qui concerne la liberté. Pour Spinoza, le libre arbitre, il est tout simplement, ça, enfin, c'est une illusion. Cette notion d'illusion est extrêmement importante pour, ici pour comprendre Spinoza. Et au fond, ça cache des déterminations sociales. Oui, on est déterminé socialement. Mhm. Et pour Spinoza, il y a quelque chose qui relève un peu de l'orgueil chez l'homme, parce qu'il croit à tort qu'il est entièrement libre de ses choix, alors que pas du tout. Ah. En Oui. fait, nous ne sommes pas du tout responsables de nos décisions. Alors ça, c'est quelque chose qui, d'un point de vue juridique, pose problème, parce que quelqu'un qui commet un vol, il va venir, ah ben non, mais moi je suis spinoziste, c'est pas, je suis déterminé par mon milieu social, c'est pas de ma faute. Ça pose problème ici quand même. Donc c'est plutôt d'un point de vue philosophique et moral qu'on va parler de cette liberté chez Spinoza. Et pas d'un point de vue vraiment juridique, parce que là, ça colle pas du tout. Ok. Donc, pour Spinoza, nous sommes déterminés par les causes sociales et familiales. Et ça, il le dit, il parle de tout ça dans un ouvrage qui est très célèbre, qui est l'un des grands ouvrages de Spinoza, qui est Éthique, tout simplement. Ok. Et ce libre arbitre manque de rationalité. Et il est tout simplement en partie déterminé par les causes sociales, causes naturelles. Causes naturelles, ça va être aussi le corps, par les pulsions, par exemple, du corps, des émotions. Euh, on peut donner un exemple. On peut tout simplement, par faiblesse, par faiblesse
ou ouais, par manque de volonté, ou par fainéantise, ou par nécessité aussi, on peut être amené à faire tel choix. Mhm. Par exemple, dans le milieu du travail, il y a beaucoup de gens qui travaillent à McDo, mais c'est pas pour autant que c'est un choix vraiment Oui. libre. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'il faut qu'ils passent par là. Et Mhm. il y a malheureusement beaucoup de gens qui sont encore en thèse, qui font leur thèse ou qui ont fini leur thèse et qui continuent à être caissiers. Parce que Mhm. il faut bien manger, surtout si on habite à Paris. Ouais. Hem Et par conséquent, on n'est pas vraiment totalement libre de choix. Bon là, en ce qui concerne si on met de côté le milieu du travail, on peut par exemple, on doit de l'argent à quelqu'un, une certaine somme d'argent à quelqu'un, ben, on va se sentir un peu sous la contrainte de la personne. On va pas trop, Mhm. oser lui dire non Oui. pour tout ce que la personne nous Mhm. impose. Parce que Oui. justement, on lui un peu, on lui donne l'argent, justement. Il y a ça, voilà, ça c'est un exemple que je Mhm. donne comme ça, un exemple bateau, mais il y en a plein d'autres qu'on pourrait donner. Et pour, Spinoza, donc on est encore, à l'âge moderne, hein, on est, ici à la fin du XVIIe siècle et la religion, c'est quelque chose de très présent dans la philosophie et pour lui, la seule liberté, c'est la liberté en Dieu et il n'y a que Dieu qui garantit tout ça. Ouais. Alors, on pourrait se demander, mais si on connaît les causes de tout ce qui nous détermine, ben, on pourrait justement, prendre en compte, heu, chaque situation et agir en fonction, de chaque situation et faire des choix. Pour Spinoza, ce n'est pas possible parce qu'on ne connaît pas, les causes des phénomènes, que ce soit les phénomènes mentaux ou les phénomènes physiques. Les causes, Mhm. il n'y a que Dieu qui peut les connaître parce que c'est Mhm. Dieu qui est à l'origine de tout ça. C'est lui Dieu qui a créé tout ça. Oui. Donc il n'y a que lui qui peut connaître l'origine de toute chose. Et nous, on ne connaît que le déroulé, que les processus mentaux ou processus physiques. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que pour Spinoza, la liberté ne peut se connaître que dans notre rapport à Dieu, dans notre intériorité spirituelle euh, vis-à-vis de Dieu. Et pour rendre les choses un peu plus claires, imaginons par exemple que tu vas à un concert. Là, tu éprouves de la joie, voilà, on est tous excités, c'est bien, on est tous contents, on est avec des amis et cetera. Mais ce sentiment, tu peux pas en connaître l'origine. Oui. Alors on pourrait se dire: «Bah si, c'est, parce que je suis dans un concert, avec des amis et cetera». Oui et non. En fait, ce sentiment de joie, tu l'as déjà en toi, ça c'est Dieu qui l'a créé pour Mhm. Spinoza, mais la situation, elle ne fait que stimuler, éveiller cette sensation que tu as. Tu vois la différence Oui. chez Spinoza? Voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'il dira dans l'Éthique, l'une des phases les plus célèbres de Spinoza: «Les hommes se trompent en ce qu'ils croient libres, et cette opinion consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leur action et sont ignorants des causes par là où ils sont déterminés. Mhm. Constitue donc leur idée de la liberté. Ils ne connaissent aucune cause de leur action». Oui. Voilà. Voilà pour, Spinoza et notre grand 2. Maintenant, mais on a quand même, si on veut être libre, si on s'imagine être cartésien ou même kantien, heu, on a tout de même un devoir et une responsabilité d'être libre. C'est pas tout de revendiquer sa liberté, mais il faut aussi l'assumer. Et d'où mon grand 3, c'est notre devoir et notre responsabilité d'être libre, d'être un homme libre. Notre devoir et notre responsabilité d'être un homme libre. Mhm. Et ici,
je vais d'abord parler d'Épictète, qui est un stoïcien, et ensuite de Kant, comme quoi la morale, donc aujourd'hui on parlera plus d'éthique, mais voilà, de manière simple, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Cette morale, c'est ça qui va réunir la liberté et la raison. Oui. Ok. La liberté morale, du coup, ça va être cette faculté de ne pas subir mm, nos co- les contraintes de nos passions, Oui. de nos émotions. Si on revient à Descartes tout à l'heure, notre volonté, elle peut suivre notre, nos émotions, ce qui est instable, et aller dans le faux. Mais notre liberté morale, elle peut justement guider cette volonté pour ne pas subir justement ces contraintes de ces passions, de ces émotions, pour ne pas mal nous guider. Et ainsi, d'accéder à une véritable autonomie. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair pour toi? Oui, c'est bon. T'entends mal? Ça coupait un peu. Oui, c'est bon. Donc, si on analyse les choses de cette façon-là, on comprend que la morale ici, justement, la morale, elle nous permet, cette éducation morale, elle nous permet aussi, elle nous impose des règles, d'accord? Et ces règles de conduite permettent justement d'associer la raison et la liberté. Parce Ah, on comprend ces règles, donc la raison les comprend, on les assimile et ensuite on agit en fonction de ces règles, d'où la liberté. ok. Et c'est ce que va mettre en tout cas en avant le stoïcisme. Donc c'est une philosophie qui est apparue dans le monde grec et qui se perdurera euh, tout le long de l'Empire romain, Ok. pratiquement tout le long de l'Empire romain. Et là, on a un auteur du nom d'Épictète. Alors, il me semble Ok. qu'Épictète, c'est, si je ne veux pas dire de bêtises, c'est premier siècle après Jésus-Christ ou premier siècle avant. Mais ça, c'est là les dates, il faut que je revoie. Pas sûr de moi. Mais en tout cas, on a ici Épictète qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'individu, il a la capacité de comprendre les lois de l'univers, de tout ce qui détermine le monde extérieur, et d'agir en conséquence. Et ce, grâce au pouvoir de la liberté. Ah, Et en connaissant ces lois de l'univers, donc, pour Épictète, il est important que l'individu suive sa raison. mhm. D'où le rapport que je faisais tout à l'heure entre morale d'un côté qui lie liberté et raison, tout simplement parce que en connaissant les règles, les règles soit de la morale, soit de l'univers, les lois de l'univers, en les connaissant, donc au travers de notre raison, on peut ensuite agir librement. Et pour Épictète, si on va à l'encontre de notre raison, si on ne veut pas suivre notre raison, mais qu'on préfère suivre nos émotions, alors on croit à tort être libre, ce qui n'est pas le cas. Ah, La, la raison elle-même qui nous évite de nous égarer et de oui. prendre et Mhm. notamment le chemin vers la vérité. C'est ça le but, c'est la vérité et le bonheur. D'accord? Ok. Vraiment pour les stoïciens. Puisque si, et là je cite Épictète dans Manuel, c'est un ouvrage d'Épictète, si en chacune de nos actions nous gardons ce souci à l'esprit, ce souci, donc là la raison, donc en chacune de nos actions, si nous gardons ce souci, nous entreprendrons chacune de nos actions avec plus d'assurance.
si à chacune de nos actions, on a cette raison en nous, alors à chaque fois qu'on va agir, qu'on va faire telle ou telle chose, on le fera avec assurance, on le fera, heu, Mmh. même parfois, de manière, instinctive. Il y a même plus besoin de réfléchir, Oui. puisque justement on sait par Mmh. expérience au bout d'un moment que ce qu'on fait est Mmh. juste, parce que justement OK. on se base sur notre raison. Ça, c'est extrêmement important pour donc lier, nier la raison et nier du coup cette liberté, c'est aussi du coup, par conséquent, aller contre la morale elle-même. OK. Si, on se laisse aller à nos émotions, alors on n'est plus un être moral Mmh. et du coup, nous ne sommes pas libres. Nous croyons être libres, mais nous ne le sommes pas et par conséquent, il est impossible pour l'homme de faire le moindre choix, moral et d'agir librement sans qu'il soit, complètement, déterminé par ses, Ouais. émotions. C'est OK. ses émotions, sa colère, sa jalousie qui vont le déterminer, qui vont le pousser à aller dans telle ou telle direction. Par exemple, OK. parfois, on fait quelque chose sous le coup de la colère et après on le regrette Oui. et ce regret, on pourrait s'imaginer que heu, c'est comme si c'était la notre raison et notre liberté qui nous donnent un coup de massue. Mais qu'est-ce Ouais. que tu as fait? Pourquoi tu t'es laissé aller à ta colère? Regarde ce que tu as fait. Donc on était esclaves, en fait, de nos émotions Oui. et donc du coup, c'est aller conformément au bien que d'agir, en fonction de notre liberté morale. Mais admettons quand même que nous ne sommes pas en mesure de prouver la liberté. On ne peut pas la prouver, mais on peut au moins la supposer pour donner tout Mmh. simplement du sens et de la valeur à nos actions, tout simplement. Oui. Donc déjà là, même en disant, pour donner du sens, je prouve quand même, un peu la liberté et ici, on a un auteur qui, heu, quelques siècles plus tard, voire, plus d'un millénaire après, Kant fait de la liberté un postulat de la raison pratique. Un postulat, Mmh. pas quelque chose qu'on peut prouver d'un point de vue scientifique, la liberté, puisqu'il y a pas un Mmh. atome qui s'appelle liberté. Il y a pas un Mmh. élément naturel qui s'appelle liberté. Donc quelque chose qui relève, de l'esprit. Mmh. Donc on peut pas le prouver comme ça, directement, c'est pas possible. C'est pour ça qu'il parle de postulat. On va postuler la liberté et de la OK. raison pratique. Et la raison pratique, c'est-à-dire la morale. C'est-à-dire que pour Kant, il faut faire la différence entre raison théorique, enfin la raison pure et la raison pratique. La raison pure, c'est, heu, tout le théorique, tout le cheminement intellectuel que tu vas élaborer et ensuite la raison pratique, c'est l'application de la théorie dans le monde pratique et en ce qui concerne la liberté, c'est tout simplement, on comprend, on a des lois morales en nous, on a une morale en nous et ensuite, au travers de notre raison, au travers de notre entendement, on va faire appel à cette morale, au travers de notre raison donc, pour agir dans telle ou telle direction et agir Oui. dans telle direction, c'est la liberté et la liberté, elle, elle ne peut être, heu, elle ne peut devenir concrète que dans son application, que Oui. dans que dans la pratique. C'est pour ça qu'il parle de raison pratique. C'est pour ça que la liberté est un postulat de la raison pratique. C'est la OK. liberté, hem, c'est un élément qui ne peut être prouvé que dans le rapport entre raison et dans, dans la raison, dans le monde pratique. Ou OK. pour le dire les choses autrement, j'essaie de rendre les choses le plus claires possible parce que quand c'est toujours un peu difficile, la liberté pour Kant, pour dire les choses autrement, c'est quelque chose qui ne peut se prouver que dans le lien qu'entretient la raison avec le monde sensible.
d'accord, avec le monde extérieur. On ne peut pas postuler la raison, la liberté, uniquement de manière théorique. C'est pas possible. Il faut mettre en pratique la morale. C'est parce qu'on met en pratique la morale que là, on trouve la liberté. D'accord? D'accord. Ou, pour vous dire encore les choses de manière différente, on a une morale, on va agir en fonction de cette morale au travers de notre raison. Par exemple, je ne veux pas voler, je ne veux pas voler parce que ça va nuire à telle personne et je préfère aller dans telle direction. Ben là, Mhm. en agissant comme ça, ben tu prouves de la même, tu prouves, tu postules la liberté. Ça veut dire que là dans ton acte, il y a, euh, c'est le reflet de cette liberté. L'acte même d'agir moralement, c'est le reflet de cette liberté. Ok. Et donc, il n'est pas soumis, enfin, cette liberté n'est donc pas soumise aux inclinaisons sensibles ou désirs. C'est-à-dire que ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, la liberté, elle n'existe pas vraiment si on se laisse aller à notre colère. Oui. Donc, ça veut dire que la liberté, elle va obéir à des lois morales, rationnelles et universelles. Oui. Tu es réellement libre que si tu as des règles, que si tu as une morale, en fait, qui peut s'appliquer aussi à tout le monde. Et c'est pour ça qu'il dit universel. C'est parce que cette morale, ne pas tuer, c'est pas bien, mais c'est une règle universelle, c'est une loi universelle, une loi universelle de la Ok. morale, de la morale, d'accord? Et c'est Ouais. parce que tu prends ça en compte que tu es libre. Parce que si tu te mettais à tuer tout le monde, bah, tu ne serais pas libre, en fait. Tu crois être libre parce que tu dis oui, je tue tout le monde. Non, Ok. en fait, tu es complètement esclave de tes émotions. Ouais. Et c'est parce que tu comprends cette loi morale, donc la raison, du coup, la rationalité, que euh, tu comprends cette loi morale universelle. Donc la raison est, donc c'est une loi morale rationnelle et universelle. Ok. Hmm. Je regarde combien il me reste. Ah oui, il me reste encore le B et le C. Bon, on verra pour la dissertation. Peut-être qu'on commencera un peu à la faire tout à l'heure. Parce que bon, il faut quand même, il faut que ce soit compréhensible pour toi. Oui, Parce que, oui, il faut qu'on fasse le cours. parce que sinon, pas, il va me prendre un peu de temps. Surtout que Non, quand non, c'est oui, quand oui, même, il faut faire le quand cours. quand c'est un monument et c'est compliqué. Euh, et, et cette liberté en tant que postulat de la raison pratique, c'est aussi une forme d'exigence morale comme là je cite, un tu dois, tu peux. Hmm. C'est-à-dire que si tu dois le faire, ça veut dire que tu peux. Oui. Donc si on peut le faire, enfin non, si on doit le faire, si on a l'obligation de le faire, au travers de cette loi morale, une loi, hein, c'est quelque chose qui nous impose. Oui. Une loi, elle est là pour nous imposer, pour nous guider. On pourrait dire ça comme ça, parce que euh, après, on joue des gens pour se révolter. Mais là, c'est une loi, faut voir ça comme un guide, c'est pas comme quelque chose qui nous rend esclaves. C'est pas ça, Oui. qui nous guide. Donc ici, pour Kant, euh, si tu dois faire les choses d'un point de vue de cette loi morale, c'est que tu as la capacité de le faire, et non seulement de le faire, mais surtout, et ça c'est important, de mener à bien cette chose en question. Ouais. Voilà. Ça veut donc dire que pour que la volonté elle soit réellement libre, pour que notre volonté elle soit réellement libre,
elle n'a pas d'autre choix, entre guillemets, que d'obéir à cette loi morale, à cette loi rationnelle. Le thème obéissance aujourd'hui, c'est quelque chose qui pose problème dans notre société. Mmh. Autrement que de se faire guider, on va dire ça comme ça, obéissance, mais se faire guider par cette loi rationnelle. OK. Loi rationnelle qu'elle se donne à elle-même. Mais il faut savoir que là, on parle d'une loi morale, donc une morale, le fait de ne pas tuer, qu'on va s'imposer à soi-même, cette loi morale de ne pas tuer, qu'on va s'imposer à soi-même, qui nous rend réellement libres. Oui. Et c'est justement là quelque chose d'extrêmement important chez Kant, qu'on met entre guillemets, c'est le principe même de l'autonomie de la volonté. Autonomie de la volonté. Hein, hein. La volonté, elle fait des choix. Et c'est parce que elle s'impose, elle se laisse guider, ou elle obéit à cette loi rationnelle, que cette volonté est réellement autonome. Et qu'elle n'est pas Oui. euh, poussée à- qu'elle n'est pas inclinée ou qu'elle ne subit pas l'émotion ou les désirs OK. qui peuvent la tromper ou aller dans de mauvaises directions. Ça veut dire qu'une personne qui annonce qu'il est libre, alors, pas à la même occasion, ça veut dire qu'il met en pratique cette raison, cette rationalité de Oui. savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et du coup, euh, cette rationalité qui lui impose cette loi morale. Hein, hein. Et là, il dira quelque chose d'universel au sujet de la liberté, notamment dans les fondements de la métaphysique des mœurs, toujours dans le même ouvrage que tout à l'heure, qu'on avait dit tout à l'heure. Il dira tout simplement, entre guillemets, la liberté est une propriété de la volonté de tous les êtres raisonnables. Être raisonnable. Là, on pourrait s'imaginer, est-ce que les animaux sont des êtres raisonnables ou pas? C'est compliqué parce que les animaux, ils ont une conscience spontanée, mais pas réfléchie. Ils peuvent parfois essayer de réfléchir. On pourrait dire qu'ils ont peut-être une forme de liberté naturelle, et encore, parce qu'ils sont réellement libres. Mais ici, la vraie liberté, euh, elle, euh, elle n'apparaît que chez des êtres qui ont une raison, une capacité à réfléchir. Mmh. Tous, sans exception. Et ça, c'est là, il rejoint quelque chose. Là, il rejoint la philosophie de Descartes, parce que Descartes il avait dit que on est tous doués d'une raison. On a tous Oui. la capacité, on a tous cette raison, de manière égale. Ça, c'est extrêmement important chez Descartes, c'est que la raison, elle est proportionnelle chez toutes les personnes. Oui. Après, qu'on soit dans tel milieu social, voilà, ça, c'est autre chose. Et ici, Kant, il ira un peu dans le même sens en disant que la liberté est une propriété de la volonté de tous les êtres raisonnables. Oui. Et là, il faudrait aborder un dernier point chez Kant, et ensuite on parlera de Sartre, parce qu'il faut finir par Sartre, c'est important. Kant, du coup, la liberté, pour Kant, elle apparaît comme un modèle du devoir. Là, il faut associer liberté et la notion du devoir. Bon, le devoir, tu l'as pas. Je sais pas si c'est une notion. Oui, c'est une notion au programme des terminales générales, mais pas chez nous. Mais en tout cas, il est quand même important Oui. de faire ce lien entre liberté et devoir pour mieux comprendre la liberté. Ouais. Donc, comme on l'avait dit, la liberté, la raison théorique est incapable à elle seule de prouver la liberté. Il faut que la raison, elle soit agissante. Donc, qu'elle mette en pratique la morale. Donc, il faut qu'il y ait une raison pratique pour pouvoir prouver la liberté. Ouais. Prouver comme postulat. D'accord? Donc, tout ce qui est conformément au bien, donc,
certain moment, la morale qu'on va se prescrire. Et ici, Kant, Kant, il va aussi s'interroger sur les limites de notre raison. Parce que c'est important de comprendre les limites de notre raison pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas. Et du coup, comprendre les limites de notre raison dans le champ théorique que dans le champ pratique. Oui. La première, donc la raison donc, théorique, elle va être confrontée à ce qu'il appelle, dans quelque chose d'un peu compliqué, dans ce qu'il appelle les antinomies. Donc là, tu mets entre guillemets, Mhm. c'est-à-dire que tant que la raison ne prouve pas la liberté de manière pratique, l'individu, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Descartes, l'individu peut admettre qu'au fond, la liberté existe comme si elle n'existait pas. Ok. Si on en reste uniquement à la raison théorique, à la théorie, si on en reste uniquement à la théorie, alors on tombe dans une antinomie. Une antinomie, c'est une forme de contradiction où l'individu peut très bien dire qu'elle n'existe pas comme elle existe. Il peut tomber Mhm. dans des sortes de contradictions. Parce que la théorie, ça ne suffit pas. Il faut la mettre en pratique. Il faut mettre en pratique, notre morale pour justement prouver que la liberté existe. Ok. Et donc, du coup, c'est dans le devoir que nous avons de faire, d'agir en fonction de la morale, en fonction d'une morale, que nous prouvons la liberté. C'est parce que nous avons le devoir, c'est ce devoir de morale, d'agir moralement, qui prouve, Mhm. euh, qui prouve, qui prouve à la suite de la raison théorique, qui prouve cette liberté. Donc il faut Oui. en plus ce devoir d'agir moralement pour prouver réellement la liberté. Parce que la raison théorique, ça ne suffit pas. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Et c'est pour ça que Kant, il nous parle de quelque chose qui est extrêmement connu chez lui, qui est l'impératif catégorique. L'impératif catégorique, là tu peux mettre entre parenthèses un tu dois, parenthèse. Mhm. C'est-à-dire que on ne peut pas prouver la liberté sans cet impératif catégorique, sans ce tu dois. Tu dois faire ça. Tu Oui. dois éviter de tuer des gens parce que tu en as tout simplement envie. Il faut éviter de faire ça. Ok. Oui, bah oui. Si c'était uniquement théorique, bah, je pourrais dire oui, c'est la liberté d'un point de vue théorique, bah, je dirais bah, ça n'existe pas, donc je vais commencer à tuer des gens. Et Oui. alors qu'en fait, parce qu'il y a ce devoir, en fait, c'est cette mise en pratique de la morale qui fait que, au fond, non, tu dois ne pas tuer ces gens. Il y a cet impératif Oui. catégorique. Impératif, c'est quelque chose, c'est impératif. Ok. Il faut que ça se fasse. Et catégorique, c'est-à-dire que ouais, il n'y a pas d'autre choix. Enfin, il n'y a pas d'autre choix. Ok. Oui, enfin, il n'y a pas d'autre choix entre respecter la morale ou ne pas la respecter, ou ne pas Ok. suivre la Ok. morale. Mais si, au contraire, plus ou moins contraire à ça, si l'homme est absolument, on va dire ici, il est absolument déterminé par des inclinaisons liées à ses désirs et à ses émotions, ici, Kant appellera, c'est ce qu'il appellera l'instinct du bonheur. Ok. Alors, ça veut dire que, ici, si nous sommes inclinés vers telle ou telle chose, à travers de nos émotions, alors ça veut dire qu'on n'est pas totalement désintéressé de nos actions. Ça veut dire qu'il y a toujours un intérêt personnel à ces actions, Oui. à agir. Si on, par exemple, si on souhaite s'adonner à la générosité,
que je suis en partie soumis à des désirs sensibles, ça veut dire que cet intérêt va refléter, enfin, ça veut dire que cette action va refléter un intérêt personnel. Euh, Au fond, par exemple, bah, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai aidé quelqu'un, tu vois. Oui, Ou, ouais, je suis quelqu'un de génial, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai aidé quelqu'un, tu vois. Donc, parce que on voit dans l'action morale qu'on effectue un intérêt personnel. Et du coup, on pourrait se demander, mais s'il n'y avait pas cet intérêt personnel, bah, s'il n'y avait pas de bénéfice à en récolter, est-ce que nous agirons moralement? Admettons que tu vas oui, agir pour le bien d'une personne, mais qu'ensuite cette personne ne va pas reconnaître, ne va pas te dire merci, ne va pas, ou que tu supposes qu'elle ne va pas te dire merci, ou il n'y aura aucune reconnaissance. Est-ce qu'on va agir moralement ou pas? Et bah oui, pour quand il faudrait dire oui, parce que ça convient au bonheur de la personne, au bien-être de la personne, même si la personne, elle ne nous remercie pas, même si on n'a aucune reconnaissance en retour. On le fait, il faut le faire de manière désintéressée. Alors c'est ok. extrêmement difficile, hein, c'est extrêmement difficile parce que souvent, puis bon, voilà, c'est aussi normal, on veut toujours que les gens nous disent merci et tout ça, machin. Mais il faut, de manière absolue, agir moralement, de Mm. manière désintéressée. Et c'est là le véritable agir moral, la véritable Ok. liberté, dans une liberté d'action désintéressée. Mais ça ne veut pas dire que si on demande à quelqu'un, oui, tu pourrais quand même me dire merci, ça ne veut pas dire que pour autant, on n'est pas libre. Mais il y a quand même un petit intérêt personnel pour, euh, Ok. pour Kant. Et le sage, parce que Kant, enfin, faut s'imaginer le sage un peu comme à la période antique. Le sage, donc, c'est celui qui va s'imposer un- une moralité et qui va agir sans qu'il y ait une reconnaissance en retour et sans que ce soit quelque chose d'intérêt, qui ait un intérêt personnel. Ouais, Donc, ici, en ce qui concerne la générosité, il faut agir pour la générosité elle-même. C'est au nom de la générosité que je vais agir, que je vais être, et j'ai essayé d'être généreux. Et mhm. pas pour moi, pour mon ego, mais pour la générosité. Ok. Donc ça, c'est un idéal, hein. Kant, il est en partie influencé quand même par Platon. Platon fonctionne beaucoup en termes d'idéal. L'un des idéaux, le monde, ce qu'on appelle habituellement le monde des idées de Platon, c'est par exemple, pour que tu puisses comprendre ce que c'est que la justice, il faut que tu aies l'idée de justice en toi. Mm. Pour que tu puisses décider de ce qui est juste ou de ce qui n'est pas juste dans une situation particulière, il faut que tu aies déjà, de manière, en toi, dans ton essence, cette idée de justice. D'accord? Pareil pour l'idée de beauté, par exemple. L'idée de beauté, si tu veux juger de quelque chose qui est beau ou pas beau, il faut que tu aies cette idée de beau en toi. Quelque chose qui fait partie de ton essence. Quand il dira, c'est tout fait que faculté. Ok. Et là, pour poursuivre ici Kant, en ce qui concerne la liberté, notamment notre liberté liée forme, au fond, de responsabilité. Et ici, je vais aller vers ça. Dans ce lien entre responsabilité et liberté, c'est-à-dire que la liberté, elle ne peut s'exercer sans la responsabilité. Et l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que être responsable, c'est aussi être un être libre. Mm. Puisque la responsabilité se fonde sur des choix qui, eux, sont des choix normalement libres Oui. et donc volontaires. Ok. Donc par conséquent, si un individu il veut revendiquer sa liberté aux yeux de la société, il doit donc assumer l'entière responsabilité de ses actions bonnes et mauvaises. Quand je commets un acte
mauvais, je dois assumer les conséquences de cet acte. Et par la même occasion, ben, j'éprouve que je suis libre dans le fait que j'assume la responsabilité. Pas quand je commets l'acte mauvais, parce que là, on n'est pas libre, on est sous le coup de nos émotions. Mais c'est au moment où j'assume cette responsabilité que je suis libre, que j'éprouve que Ok. j'éprouve ma liberté. Ok. C'est par exemple devant le juge. Devant le juge, bah, je suis responsable de mes actes et par la même occasion, je prouve aussi que je suis un être libre, moral. Ok. Donc, et là, on revient encore une fois à ce que disait Spinoza. Si, ici, pour mettre en opposition, dans- pour faire une opposition entre Sartre et Spinoza et aussi Kant et Spinoza, c'est que si on est absolument déterminé, alors nos actions, aussi nos actes, ils seraient totalement déterminés, donc aucune responsabilité. Tout ce que je ferai, et aucune responsabilité à tout ce que je ferai. Enfin, j'aurais aucune responsabilité. Tout ça serait mécanique, c'est ça. Ah, ah. Donc il n'y aurait plus aucune raison d'avoir une morale, une justice, ou ça même d'un groupe social. Alors Spinoza, il dira que lui, pour répondre à ça, parce qu'il est pas bête, c'est quand même l'un des grands philosophes de son temps. Lui, il dira que oui, on a quand même une liberté qui est la liberté en Dieu. Mais c'est justement dans ce lien avec Dieu, c'est parce qu'on se rapproche de ce lien avec Dieu que l'on peut être réellement libre, qu'on devient des êtres responsables. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut euh, ne pas se laisser aller à ces inclinaisons extérieures, au monde extérieur. C'est parce que nous allons de plus en plus vers euh, dans un rapprochement avec le divin que là, nous devenons libres. Ok. Et donc ici, pour revenir à Kant et à Sartre, enfin, Sartre, ici, ce point, c'est sur Sartre, tout simplement que du coup, nous prouvons par la même occasion que nous ne sommes pas des automates. Nous, ou comme les animaux, nous ne sommes pas déterminés, enfin, nous sommes pas, nous agissons pas par instinct, Ok. mais aussi parce que nous avons une réflexion. Pour Sartre, cette liberté, elle apparaît d'abord comme un poids, comme un fardeau, parce que cette liberté, elle nous pousse à la responsabilité, et du coup, elle nous pousse à nous remettre en question. Ça, c'est extrêmement fort chez Sartre, c'est que si nous voulons revendiquer être libres, alors nous devons assumer le fardeau, le poids de cette liberté. Cette liberté qui nous pousse à nous remettre en question, qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à progresser, Ouais. pour aller contre ma fainéantise, ma fainéantise. Et il dirait, entre guillemets, nous sommes condamnés à être libres. Et Ouais. là, je cite quelque chose, enfin, je cite une citation de Sartre dans L'existentialisme est un humanisme, une citation extrêmement connue. Notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière. Je suis responsable pour moi-même et pour tous. Je crée une certaine image de l'homme que je choisis, et en me choisissant, je choisis l'homme. Ici, Sartre, il nous dit tout simplement que si je suis un être libre, c'est parce que je donne une certaine image de moi, que j'assume cette image que j'ai choisie, et par la même occasion, si je me crée une image et que je choisis cette image, alors je suis réellement libre. Parce que j'assume l'image que j'ai choisie de moi-même. Ok. L'image que je veux transmettre aux autres. L'image, c'est aussi l'attitude, nos comportements, voilà. C'est parce que j'assume l'entière responsabilité de tous mes actes, de tous mes comportements, de tout ce que je fais. Parce que à l'origine, j'ai choisi d'être telle personne. J'ai fait le choix d'être telle personne. Et quand il dit en me choisissant, je choisis l'homme, il faut aussi le lier à l'humanité. Parce que nous, en tant qu'humains, nous faisons partie d'un groupe. Et Oui. donc, nous sommes responsables de nous-mêmes, mais nous sommes aussi responsables, d'une certaine façon, de l'humanité. Ok. Parce que nous faisons partie d'un groupe. Et dans ce groupe, il y a d'autres personnes
qui eux font la même chose que nous, qui eux agissent aussi, qui essayent d'assumer cette liberté, enfin, qui, euh, Ouais. qui ont cette responsabilité d'assumer la liberté. Ok. Mais pour Sartre, l'homme, il a cette capacité aussi à choisir euh, ce qu'il est ou nier ce qu'il est. Il peut très bien aussi nier ce qu'il est. Ne pas accepter le miroir que d'autres lui imposent. Enfin, que Oui. l'autre lui impose euh, ou, euh, ou tente de lui faire comprendre. Oui. Pour Sartre, l'homme n'a pas de nature propre. Il y a pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose, l'homme, et il se crée son essence. Il ne naît pas en tant qu'ayant déjà une naissance, mais il se crée lui-même son existence. Il se crée il devient ce qu'il est. C'est-à-dire Hum. que c'est au fil du temps, au fil de l'expérience, qu'il apprend à, à se créer une image, à se créer un être particulier. Tu Oui. vois bien que les enfants, quand ils sont tout petits, quand ils sont bébés, bon, ils ont un peu leur personnalité, mais ils agissent tous un peu de la même façon, un peu par instinct. Et c'est surtout, et là c'est le cours que je donnais à mes élèves sur la conscience, c'est qu'un enfant, c'est à partir de 2, 3 ans qu'il commence à dire je, à dire moi, à Oui. se représenter un moi. En fait. Justement, c'est parce que il est ce qu'il devient. Et c'est au fil du temps, au Oui. fil de l'expérience. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. C'est ça. Euh, donc, parce que l'homme, il a cette responsabilité parce- de choisir ce qu'il veut être ou de ce qu'il ne veut pas être, et de ce Oui. qu'il veut représenter, et de ce qu'il ne veut pas représenter de lui. Mais nier ce que l'on est, c'est une fuite devant la liberté pour ça. Et là, ça dévoile une certaine mauvaise foi chez l'homme. Et là, Oui. l'expression de mauvaise foi, c'est fondamental dans la philosophie de Sartre. Fondamental. Mhm. Euh, Nier sa liberté, c'est une mauvaise foi. Ok. Au fond, je ne veux pas assumer qui je suis. C'est de la mauvaise foi. Donc, en conséquence, quand l'homme il annonce, là je vois les guillemets, je fais cela parce que je suis malade, donc là je ferme les guillemets, il révèle par la même occasion sa mauvaise foi. Parce qu'au fond, Mhm. euh, il dit que, il affirme qu'il est déterminé par des causes extérieures, il est déterminé par d'autres choses, qu'au fond, il est ce qu'il est et qu'il n'y peut rien. Voilà, et c'est Oui. comme ça. Ça, c'est quelque chose pour Sartre qui est de la mauvaise foi. Ok. C'est, ça n'a aucun sens de dire ça. Car justement, il a la capacité de faire autrement et d'être autrement. Mhm. Parce que il est continuellement un être en devenir. Parce qu'il change d'instant en instant. Et du coup, il se crée aussi toujours il, il renouvelle son essence. On va dire ça comme ça chez Sartre. Il renouvelle ce qu'il est. Il renouvelle l'image de ce qu'il est. Mais jamais Oui. exactement le même. Mais des gens, ils évoluent, ils changent. Soit dans la mauvaise direction, soit dans la bonne direction, mais ils changent. Oui. Donc, étant donné que la personne elle change, elle a cette capacité de changer, bah alors à ce moment-là, il peut très bien se remettre en question et se dire, bah non, tu n'es pas comme ça, tu peux très bien te remettre en question et avancer et assumer ta Oui. liberté. Oui. Voilà pour ce point. Et si je finirai par conclure sur la liberté. Donc, ce sentiment interne de la liberté, il s'exprime aussi tout particulièrement dans l'univers politique.
et s'avère même parfois être très décisif, surtout dans certaines situations, et notamment dans la Seconde Guerre mondiale, etc. Et là, Hannah Arendt, donc une philosophe du siècle dernier, elle va dire dans La crise de la culture, un ouvrage qu'elle a écrit dans les années 50, oui, elle dira: le champ où la liberté a toujours été connue, non comme un problème certes, mais comme un fait de la vie quotidienne et le domaine politique. La raison d'être de la politique est la liberté. C'est-à-dire que le monde de Ok. la politique existe par et pour la liberté. Oui. Ça ne veut pas dire que, comme on avait dit, il me semble, dans le grand 1, que la liberté, c'est pas l'accomplissement de tous ses désirs, de toutes ses émotions. On avait, il me semble, donné, oui, c'est ça. On avait donné le cas de Caliclès, dans le Gorgias de Platon. Le Gorgias, c'est un ouvrage, et Mhm. Caliclès, c'est un opposant à Socrate. Oui. D'accord? Parce que tous les ouvrages de Platon mettent en avant des discours de Socrate. Et dans le Gorgias, on a Socrate qui discute avec Caliclès, et Caliclès nous dit que il faut se laisser aller à tous ses désirs. C'est ça le propre de la loi du plus fort. Socrate, il réplique en disant que non, parce que s'il se laisse aller à ses émotions et à ses désirs, il devient instable. Et si en plus il est roi, il impose cette instabilité à tout le monde, donc il coupe dans la liberté des autres. Et en plus de ça, Mhm. il y a un risque que ces gens se retournent contre lui, donc il est vraiment mal barré. Oui. Voilà, voilà la conclusion Ok. sur, sur ce cours. Est-ce que tu as des questions sur la liberté? Du coup, ça nous a pris 1 heure et demie Oui. pour faire ça. Non, ça va. Mais après, il faudra qu'on fasse, enfin, pour mettre en application. Oui, du coup, la prochaine fois, on verra Oui. un ou deux exercices de dissertation. Mhm. Il est quand même important que tu travailles dessus. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on fera par étapes. On fera, je te Oui. laisserai 5 minutes pour définir les termes du sujet. On Oui. corrige. Ensuite, je te laisse quelques minutes pour trouver une problématique. On corrige. Et ensuite, je te laisse environ 10 minutes pour faire un plan et on corrige. Voilà, à peu Ok. près. Oui. Et ça, généralement, c'est quelque chose qui prend 3/4 d'heure, peut-être 1 heure, on verra. Et peut-être qu'on fera Ok. un autre exercice de liberté, comme ça, la liberté sera abordée comme il faut. Hmm. Voilà, j'espère que Ok. c'est pour toi. Oui, ça va. Bon, bah écoute, bah, je te souhaite Bah, une à la bonne, semaine prochaine. oui, je te souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine Merci alors. beaucoup. À vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.